Bonjour Jean-Paul, tu Bonjour. es Global Practice Manager AI chez Inetum Oui. et également membre de la commission IA générative du Oui. DigiWorld Institute. Oui. Alors, peux-tu nous dire comment les IA génératives vont-elles transformer les processus, les méthodes et finalement la vie d'une direction des systèmes d'information? Alors, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a finalement trois grandes familles d'activités sur lesquelles il va y avoir des impacts. Le premier gros boulot d'une DSI, c'est de faire continuer de vivre, de faire vivre, de maintenir tout ce qui existe, tout ce qui a déjà été développé, etc. Et donc il y a un gros sujet là-dessus, sur les IA au sens large et les IA génératives, qui apportent tout leur lot de nouvelles fonctionnalités, aident à ce genre d'activité. On appelle ça AI for Ops. Et là, ça paraît évident, tout ce qui va être analyse de ticketing, facilitation, du helpdesk, du monitoring plus important, tout ce qui descend des sujets de la maintenance, entre guillemets, prédictive, industrielle. Finalement, les systèmes d'information, on peut être vu comme une espèce d'usine, hein. Donc tout ça, c'est un des gros sujets où il va y avoir des vrais gains. Et où tout ce qui est IA générative, principalement des LLM, hein, les modèles de langage, pour tout ce qui est l'analyse avec les échanges avec les utilisateurs. Le deuxième point, c'est les nouveaux projets. Alors là, c'est tout le sujet du AI for Code, entre guillemets. Alors là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de discuter. Mais c'est un vrai sujet, un vrai chantier. Pour moi, ça se résume à deux grandes questions. C'est où est-ce qu'il y a vraiment du gain ? Parce qu'on dit, ah oui, on va gagner du temps à faire du code. C'est peut-être pas pour développer ou pour créer du code qu'il va y avoir le plus de gains. Il y a plein d'autres activités quand on fait du développement. Et puis sur les personas, les typologies d'utilisateurs, il y a entre un jeune développeur, des tech leads, etc. Bon, bref, il y a tout un tas de questions à se poser. Et puis, comment on va générer le gain ? Comment on va tirer parti du gain ? Une fois que si les développeurs ils font les choses plus rapidement, il faut qu'on arrive à recycler le temps qu'ils vont être gagnés pour leur faire autre chose, etc. Et le troisième point, c'est, je pense, le truc le plus intéressant, c'est les nouvelles formes d'offres, on va dire. Et je vais faire un parallèle qui est super clair. La révolution qu'il y a sur les LM vis-à-vis des DSI, c'est que c'était une technologie IA générative qui n'est pas nouvelle, hein, on sait, mais qui était plutôt business. Donc plutôt du business et puis pour une techno business pour le business. Et puis l'arrivée d'OpenAI avec son chat GPT a totalement renversé le sujet et c'est devenu une technologie grand public avant tout. Et on va se retrouver au niveau des SI avec les problématiques qu'il y a eu avec le Bring Your Own Device des smartphones. Et là, tout le monde va être avec Your Brain, Your Own AI. C'est-à-dire que tout le monde va venir avec ses petites habitudes de grand public, entre guillemets, à titre individuel. J'ai l'habitude d'utiliser telle solution, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes hein, maintenant qui sont disponibles pour faire telle petite action, créer une image, créer un son, créer etc., un contenu. Et puis ça, c'est peut-être pas forcément prévu au niveau sécurité, au niveau maintenabilité, au niveau gestion. Au niveau de la DSI. Et c'est là qu'il va y avoir le plus gros boulot pour la DSI à recevoir cette nouvelle vague de Bring Your Own qui n'est pas du tout managée, quoi, en fait. Alors tu évoquais la sécurité, la maintenabilité. Est-ce qu'il y a d'autres grandes exigences comme ça imposées par les IA et les IA génératives à une DSI aujourd'hui? Je dirais par rapport à la... Moi, je remets tout ça dans la problématique du Shadow IT, finalement. Et le Shadow IT, c'est quoi? C'est le sujet de la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, comment je fais pour être certain que mon legacy, mon cœur, là où il y a de la data un peu sensible, etc., je vais faire 2 points de mesure, un petit peu finalement comme quelque part l'IA Act. Il va y avoir des choses sur lesquelles on va faire non, là, attention, ça doit passer par la DSI, les credentials, tout ce qui est politique de sécurité, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Et puis il y aura des choses où, entre guillemets, la DSI, elle ne peut pas tout gouverner. Elle va laisser faire parce que c'est pas bien grave, entre guillemets. Donc je pense que le sujet de la sécurité restera le point, et puis des usages évidemment, mais d'un point de vue DSI, je pense que ça sera le vrai sujet. Hein. Et alors du coup, pour répondre à ces nouveaux enjeux autour des IA génératives, est-ce qu'il y a des compétences ou des outils qu'une DSI se doit aujourd'hui d'intégrer, ou des réflexes d'ailleurs? Alors c'est tout est nouveau. Alors sur les outils, je pense qu'ils n'existent pas encore. Les vrais bons outils que les DSI ou que la DSI va devoir utiliser. Et c'est vrai pour n'importe quel type d'activité, hein, pour une école aussi. Hein. Donc voilà, on va créer, peut-être ce sera même les DSI qui vont créer au fur et à mesure. En tout cas, il y a des nouvelles offres qui vont apparaître. Et puis les compétences, en fait, il faut quand même savoir, pour pouvoir, même si ce n'est pas des implémentations très techniques ou très complexes, même si on va consommer des services sur étagère,
il va être important quand même d'avoir des compétences assez profondes et très tech, très architecture. Je pense que le sujet, c'est vraiment les sujets d'architecture. Tout ce qui est du surfacique, entre guillemets, du prompt, etc., ça sera dans les directions métiers plutôt. Même si la DSI a peut-être un rôle à jouer pour emmener, sensibiliser, former ces métiers, pour les métiers qui ne sont pas forcément early adopters ou qui vont... Voilà. Mais plutôt tech et plutôt architecture, je pense. Oui, donc effectivement, garantir l'accessibilité, garantir la sécurité. Ça va être le sujet. Et la privacy de la data. Au bout du bout, toujours. Okay. Et alors du coup, comment ça se passe au sein de ta DSI à Inetum ? Alors, on a toujours tendance à dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Là, c'est un peu moins vrai parce qu'on a anticipé pas mal avec la direction de l'innovation, comme on avait débroussaillé les sujets depuis assez longtemps en termes de NLP, etc. Donc, on a suivi le sujet de très près pour nos clients et du coup pour nous-mêmes. Donc, en fait, on a déployé, on est en cours de déploiement et on a un déploiement qui est maintenant pas mal avancé pour l'ensemble des collaborateurs, des espaces des bacs à sable pour pouvoir, de manière individuelle, déjà dans un premier temps, pour tout type d'usage, et dans un endroit qui va être vraiment, pour le coup, sécurisé, isolé, sur lequel on aura aussi une charte d'utilisation. Et puis de ces usages un petit peu dans tous les sens, entre guillemets, j'ai envie de dire, on va sortir les grandes masses sur lesquelles il y a un vrai gain, notamment aussi au niveau du code. Aujourd'hui, on n'est pas forcément sur une structuration. On regarde spontanément comment les développeurs utilisent, comment les tech leads utilisent, comment les architectes, comment le commerce, comment l'avant-vente utilise toutes ces technologies-là, dans un environnement, encore une fois, qui est bien maîtrisé. Et après, on va passer à la V2, qui va être une sorte de professionnalisation, de verticalisation, on pourrait peut-être dire, par gamme d'usage pour les métiers d'une société de services en informatique. Oui, voilà. On a la même démarche à Aneoma, une démarche de test pour identifier les créations de valeur et après effectivement un déploiement. Oui, c'est ça. Ouais. Arriver à construire notre propre maturité. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.